Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on parle du système de refroidissement. Bon, je vais le répéter encore une fois, mais putain, en ce moment il fait chaud. Hein. Donc c'est le moment idéal pour parler du système de refroidissement. Donc dans les refroidissements, tu as deux catégories. Tu as ceux qui sont refroidis par l'huile et par l'air. Et tu as ceux qui sont refroidis par le liquide de refroidissement. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser par le liquide de refroidissement. Je t'avais montré dans une ancienne vidéo, dans le cylindre, tu as des sillons ici, là. Donc ça permet de faire circuler le liquide de refroidissement. Donc dans le moteur, le liquide, il va se balader dans le cylindre, dans la culasse, dans le radiateur, et suivant la construction, si elle est plus ou moins complexe, ça peut aller dans d'autres endroits. Donc le système, il est constitué d'un radiateur, d'un ventilateur, d'une pompe à eau, d'un thermocontact, d'un boîtier kérostat et son kérostat, d'un vase d'expansion et de durite, qu'elle soit souple ou rigide. Alors suivant les moteurs, il peut y avoir des différences de cheminement, de durite, tout ça, mais le fonctionnement c'est toujours le même. Donc tu as une pompe à eau qui est prise sur un arbre, alors en général c'est sur la pompe à huile. Tu as une entrée et une sortie, donc il y en a un qui va au radiateur et l'autre qui va dans le cylindre. Du cylindre, ça communique à la culasse par le joint de culasse. Donc tu vois, dans ton joint de culasse, tu as plein de petits trous, c'est pour pouvoir communiquer. Ensuite, ça arrive au boîtier kérostat. Donc ça, c'est pris sur la culasse. Ça, c'est la sortie. Alors sur le boîtier kérostat, ici, tu as la sonde de température. Donc la sonde de température, elle est toujours prise sur le moteur. Et le thermocontact, il est pris sur le radiateur. Le thermocontact, c'est ce qui sert à activer le ventilateur. Et ici, ça repart au radiateur. On va voir un peu en détail les pièces. Donc, le radiateur, c'est une grande pièce en aluminium. Plus elle est grande et plus la dissipation de la chaleur sera importante. Tu as des entrées, tu as des sorties. Tu as un endroit pour mettre le thermocontact, le ventilateur. Tu as des petites ailettes. Donc le liquide, il rentre pas dans les ailettes là. Le liquide, il rentre que ici et dans les longs compartiments là, qui traversent tout le radiateur là. Toutes les petites ailettes là, c'est seulement pour dissiper la chaleur. Donc ça, en général, quand tu passes le Karcher, tout ça, quand tu passes de trop près, voilà, ça les déglingue. Comme ça là. Ou quand tu passes ton doigt ou quoi. Donc ces ailettes là, pour que ça soit efficace, il faut bien qu'elles soient droites. Donc avec un petit tournevis, un petit truc comme ça là, t'essayes de les redresser au maximum. Parce que si l'air il peut pas passer dedans, le refroidissement il est pas optimal. Ensuite tu as le ventilateur. Alors, le ventilateur, c'est un moteur avec une hélice dessus. Tu vas y avoir le thermocontact. Alors le thermocontact, c'est un interrupteur actionné par la chaleur. C'est-à-dire que plus la chaleur, plus il va chauffer par le liquide de refroidissement. Parce que tu vois, le thermocontact, il est vissé sur le radiateur. Donc à l'intérieur, tu as le liquide de refroidissement qui chauffe. Quand il est froid, la résistance, si tu mesures ici avec un ohmmètre, la résistance est très importante. Le courant ne passe pas. Plus le liquide va chauffer, plus il va faire chauffer cette pièce. Et plus la résistance elle va descendre jusqu'à atteindre un point où le courant peut passer. Donc ça va actionner. Donc tu vois, tu as ton courant qui arrive de ton circuit d'alimentation de la batterie. Il va rentrer par cet interrupteur, passer par le moteur. Et quand lui, il va atteindre la résistance 0, il va faire passer le courant. Donc il va actionner le ventilateur. Et le ventilateur, il souffle pas, il aspire. C'est pour ça qu'il faut que les ailettes ici, elles soient clean. Parce que le ventilateur, il force l'aspiration pour que le vent il rentre et il emmène les calories. Donc la chaleur du moteur, elle arrive jusqu'au radiateur. Le ventilateur, il aspire, il fait rentrer l'air, il dissipe les calories et il renvoie du liquide plus froid. Le liquide, il repart pas en eau froide, hein, mais il est beaucoup moins chaud que ce qu'il est venu, quoi. Ensuite, le boîtier kérostat. Alors le boîtier kérostat, c'est celui
qui comporte le calostat. Donc parfois, c'est pas un boîtier comme ça, hein, c'est directement moulé sur ton moteur. Bon, on appelle ça le boîtier calostat puisqu'il contient un calostat. Calostat ou thermostat, hein, tu appelles ça comme tu veux. Voilà, alors celui-là il est de sale gueule. Tu vois là, toute cette trouille de merde. Alors cette pièce-là, elle est très importante. Il y a deux pièces très importantes dans un circuit de refroidissement. C'est le calostat et le bouchon de radiateur. Ça, c'est deux pièces très importantes. Ça, une pièce comme ça peut te niquer ton moteur. Au moindre problème de chauffe-moteur ou de choses comme ça, tu commences par changer ton thermostat et ton bouchon de radiateur. Et ton liquide de refroidissement. Dans ton circuit de refroidissement, quand tu vas démarrer ton moteur, il va y avoir un circuit court et un circuit long. Alors le circuit court, c'est que tant que ton moteur n'est pas en température, parce qu'un moteur pour qu'il fonctionne bien et qu'il ne s'abîme pas, il faut que les pièces elles se dilatent, il faut que tout prenne sa place. Tu vois, donc quand on dit chauffe respecté, c'est pas seulement attendre 20 minutes que le moteur il tourne sur place. Tu vois, ça c'est pas très bon pour le moteur. Ton moteur, tu le démarres, tu attends au minimum 30-40 secondes, que l'huile elle aille bien partout, parce que je vois des mecs, ils mettent la clé de contact et ils partent déjà presque en wheeling, alors que l'huile elle n'est même pas encore montée. Donc tu démarres ta moto, tu attends 30-40 secondes, quand l'huile c'est bon, elle est bien montée partout, là tu vas tranquille. Donc, mais il ne faut pas rouler sur le couple non plus, parce que le couple c'est destructeur, ça force sur les pièces, c'est pas très bon de rouler sur le couple. Alors, avoir un moteur qui a beaucoup de couple c'est bien, mais les mecs qui roulent tout le temps en 6, qui essayent de faire des reprises en 6 et tout ça, ça force beaucoup sur les bielles et sur toutes les pièces, donc ça c'est pas très bon. Il vaut mieux descendre un peu la vitesse et soulager la mécanique. Donc quand ton moteur il n'est pas encore chaud, il faut pas rouler sur le couple. Tu roules, faut pas qu'il force le moteur. Voilà, tu roules entre 2000 et 2500 tours, tu fais chauffer comme ça tranquille. Parce que toutes les pièces, ça comprend aussi les roulements de boîte, tout ça. Donc quand tu fais chauffer ton moteur, il faut que le roulement de boîte il tourne. Si tu es sur place, il tourne pas le roulement, donc ça chauffe, ça se dilate pas, ça fait rien du tout. Donc tant que ton moteur il est pas chaud, le circuit d'eau il se passe que dans la culasse et dans le cylindre. Il passe pas dans le radiateur. C'est bouché avec le thermostat. Le thermostat, à partir du moment où ça va commencer à chauffer, alors en général ça commence à s'ouvrir aux alentours de 60 degrés et c'est complètement ouvert aux alentours de 80-90 degrés. Ça c'est en fonction après des plages que le constructeur a choisi. Dès qu'il commence à s'ouvrir, là ça s'appelle le bypass, c'est-à-dire que au début c'est circuit court, ça va pas dans le radiateur, ça commence à chauffer, ça s'ouvre, et là ça passe dans le radiateur, parce que le moteur il va commencer à chauffer. Donc le moteur il faut toujours qu'il soit à la même température. Donc il ne faut jamais supprimer cette pièce. Si tu as un moteur qui chauffe trop, il faut pas, s'il te vient l'idée de supprimer cette pièce ou de faire des trous, je sais pas quoi, comme j'ai déjà vu là, sur des forums, faut jamais faire ça, parce que ton moteur après il va fonctionner dans une plage de température qui n'est pas la sienne, qui n'est pas optimale, comme le constructeur il a voulu. Donc le thermostat il s'ouvre, le liquide de refroidissement chaud il peut aller dans le radiateur, et le cycle normal s'est mis en route. Et tout le liquide là il circule grâce à la pompe à eau et les durites. Alors sur la pompe à eau, tu as ici une purge. Ça c'est quand tu vides complètement ton liquide de refroidissement. Alors c'est pas pour ça, c'est pas la vidange, hein, c'est une purge. Quand tu as vidangé ton liquide de refroidissement, alors pour vidanger c'est tu prends la durite du point le plus bas, tu enlèves la durite et tu fais couler tout ton liquide. Et quand tu re-remplis, ce qui peut arriver que quand tu re-remplis, ça n'arrive pas jusqu'à la pompe à eau. Donc si tu démarres le moteur qui a de l'air dans la pompe à eau, ton liquide n'y arrivera pas à circuler. Donc il faut que tu ouvres cette petite vis, et dès que tu vois du liquide qui coule, c'est que c'est bon. Donc après tu peux la refermer. Donc on va l'ouvrir.
Et dedans, tu as une turbine de H2. Donc ça, c'est la pompe à eau. Voilà, c'est une petite turbine en aluminium. Pour vérifier ton Calorsta, tu vas venir y mettre, tu vas venir l'accrocher là. Et dans une casserole d'eau, tu vas le plonger. Mais il faut pas qu'il touche la casserole. Tu le fous, tu vois, t'accroches quelque chose qui soit à mi-hauteur. Tu vas faire bouillir l'eau et tu vas regarder l'ouverture. Tu vois ici là. En fait, quand c'est à l'intérieur, voilà, quand il est à l'intérieur, tu vois, tout est fermé. Et avec la chaleur, la partie à l'intérieur là, elle va sortir ici. Donc ça va ouvrir devant. Et tu as un ressort qui le fait revenir quand ça refroidit. Donc tu vas le faire chauffer dans une casserole. Et il va falloir regarder si ça s'ouvre correctement. Alors tu prends un thermomètre. Et à partir de 60-70 degrés, il commence à s'ouvrir. Et à 90 degrés, 100 degrés, il doit être complètement ouvert. Si c'est pas le cas, il faut le changer. Et s'il est rouillé comme ça, de toute façon, il faut le changer. C'est une pièce très importante. Après, la deuxième pièce très importante que je te parlais, c'est le bouchon de radiateur. Donc un bouchon de radiateur qui est pas bon, il peut te faire un joint de culasse. Quand tu travailles sur un circuit de refroidissement, il faut jamais ouvrir le bouchon quand le moteur il a tourné, quand c'est chaud. Parce que ça peut monter en ébullition, il y a de la pression dedans, et si tu ouvres, tu peux t'ébouillanter. Donc tu attends que le moteur soit froid, et là tu peux prendre aussi par sécurité un chiffon que tu mets autour, et le bouchon il s'ouvre en deux temps. C'est-à-dire que tu as un premier cran, là c'est pour si jamais il y a de la pression, ça la fait redescendre, mais il faut quand même mettre un chiffon autour, on ne sait jamais. Et après tu as un deuxième cran pour pouvoir le sortir. Donc sur ton bouchon, en général tu as écrit 1.1 ou ce genre de truc. Bon là il y a écrit 0.9 ici là. Donc ça correspond au tarage du bouchon. Alors le tarage, c'est-à-dire à combien de pression le bouchon il s'ouvre, parce qu'il y a des valves dedans. Donc là 0.9 ça doit être 900 grammes. À 900 grammes le bouchon il s'ouvre. Donc tu vois, le bouchon est constitué de deux valves. Alors tu as la valve de pression, là, et tu as la valve des vents qui est juste là. Donc c'est-à-dire que quand ton moteur il chauffe, le liquide à l'intérieur il va prendre plus de place, il va gonfler. C'est pour ça que tes durites deviennent dures. À partir du grammage là qui a écrit, en général c'est 1,1 kg, la valve de pression elle va s'appuyer comme ça. Donc ça va laisser passer le liquide de refroidissement. Le liquide, quand cette valve de pression elle s'ouvre, ça communique avec le vase d'expansion. Alors le vase d'expansion c'est une petite réserve, c'est pour justement pallier à cette dilatation. Donc dans ton vase d'expansion tu as toujours un niveau minimum maximum. Donc quand cette valve de pression elle est enclenchée, le niveau il va monter dans ton vase d'expansion. Ça c'est pendant tout le temps que ton moteur il va être chaud, il va être très chaud. Quand le moteur va refroidir, le niveau il va redescendre parce que il va y avoir une dépression dans ton radiateur, donc il va rappeler du liquide. Donc c'est pour ça qu'il faut que le niveau il soit toujours correct ici. T'as pas besoin qu'il soit à la gueule parce que de toute façon sinon tout va tomber par terre, mais il faut toujours un niveau au minimum parce que quand il va y avoir un rappel de liquide, s'il y a de l'air dedans, il y a de l'air qui va rentrer dans ton radiateur. Et là cette fois-ci, la petite valve des vents qu'il y a ici, là, elle va s'ouvrir, elle va faire re-rentrer du liquide. Et si cette pièce-là ne fonctionne pas, toute cette surpression qui ne peut pas s'évacuer dans le vase d'expansion, elle va essayer de s'échapper par l'endroit le plus faible. Donc soit ça va être une durite mal serrée, ou soit tout est bien serré et tout est solide et ça peut endommager ta culasse. C'est le joint de culasse qui va prendre dans la gueule. Donc bouchon, si tu as le moindre doute, un bouchon je ne sais pas combien ça vaut, ça doit être pas très cher. Au moindre doute ou à force des années, change systématiquement ton bouchon de radiateur et ton Calorsta. Donc les problèmes que tu peux rencontrer, alors comment on vérifie que son circuit fonctionne bien?
quand tu démarres ta moto, c'est le circuit court comme je t'ai expliqué. Tu touches ton radiateur, il est froid. Ton moteur va chauffer, tu regardes sur ton tableau de bord si tu as, un indicateur de température, ça va commencer à chauffer. Au bout d'un moment, ton radiateur va commencer à chauffer. Donc ça veut dire que le bypass il s'est fait. Le Carlos style s'est ouvert, ça commence à alimenter en chaleur ton radiateur. Donc en même temps tu touches les durites, elles doivent commencer à gonfler, elles doivent être dures. Parce que quand elles sont molles, ça veut dire que la pression n'a pas encore atteint le radiateur. Si ça devient dur et que ton radiateur commence à chauffer, c'est que le long circuit se fait, c'est bon, c'est correct. Et au bout d'un certain moment, tu as ton radiateur qui va se déclencher. Alors si ton radiateur ne se déclenche pas, il va falloir vérifier si le radiateur il fonctionne. Donc tu le branches en direct en 12 volts, tu vois s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, c'est que c'est le radiateur qui est cramé. S'il fonctionne et qu'il ne se met pas en route quand ta moto elle est trop chaude, là cette fois-ci, c'est que le thermocontact il ne fonctionne pas. Parce que c'est lui qui donne l'ordre de l'activer. Alors un thermocontact, comme son nom l'indique, il fait contact quand ça atteint une certaine température. Donc là tu vas faire comme avec le thermostat, tu vas y mettre un testeur de continuité ou un ohmmètre. Et tu vas, pareil, le plonger dans de l'eau chaude. Et il ne faut pas qu'il touche la casserole, hein. C'est pareil, tu le mets à mi-hauteur. Tu vas regarder quand il est à 80-90 degrés si le courant il passe ou pas. Ou sinon tu peux le brancher directement, tu vois, ton ventilateur quand tu le branches directement à la batterie, bah, il y a un des deux fils que tu emmènes à la batterie, tu le fais passer par l'intermédiaire de ça. Et c'est pareil, tu fais chauffer dans ta casserole et il y a un moment où ça doit activer le radiateur. Et au moment où ça l'active, bah, tu mets un thermomètre et tu regardes à quelle température ça l'a activé. Et si c'est pas bon, bah, tu le changes. Tout ça, si ça fonctionne, c'est que déjà, t'es pas trop mal. Ensuite, il peut y avoir des autres problèmes, notamment sur la pompe à eau. Donc, alors, il peut y avoir des problèmes déjà sur les durites. Donc les durites, elles sont faites en plusieurs couches. Tu vois, tu as une couche caoutchouc, après tu as une tresse à l'intérieur, au milieu, et une autre couche de caoutchouc. Alors si jamais tu vois des gouttes, alors, au milieu où on voit un peu la natte là, si jamais tu vois des gouttes quand ton moteur est chaud, c'est que ta durite elle est poreuse. Donc ça, il faut la changer. Alors les durites, c'est recommandation constructeur à changer tous les 4 ans. Alors, ça, les durites, ça coûte très très cher. Moi, il n'y a jamais personne qui change les durites, hein. Donc la durite, tant que de toute façon, maintenant, les gens, tant que ça pète pas, ils changent jamais rien. Donc, heureusement qu'il y a les Japonais pour faire des trucs solides, hein, je te le dis moi. Donc ce qu'il peut y avoir comme problème, c'est que, tu vois, la pompe à eau, comme elle est alimentée par la pompe à huile, de ce côté-là, c'est le moteur où il y a l'huile. Et là, c'est où il y a l'eau. Donc ça veut dire que à l'intérieur, tu as un joint. Ça s'appelle le joint presse-étoupe. C'est un joint mécanique. Donc ce joint-là, il est très important parce que c'est lui qui empêche l'huile et l'eau de communiquer. Donc un joint presse-étoupe, voilà, je ne vais pas tout ouvrir parce que je vais pas tout ouvrir. C'est un peu comme un joint spi, mais tu as une bague en céramique avec un ressort. Alors le ressort il pousse la bague en céramique, ça permet de faire constamment étanchéité avec les rotations. Donc c'est pas un joint très compliqué, mais il faut s'appliquer pour le poser. Et une fois qu'il a été déposé, de toute façon tu es obligé de le niquer. Donc ce joint là, c'est un peu le même joint que tu retrouves sur les bateaux, c'est-à-dire que quand tu as une hélice de bateau, quand tu as des moteurs inboard, ton hélice qui est à l'extérieur et ton moteur qui est à l'intérieur, ben, entre ta coque et ton hélice, tu as un joint presse-étoupe. Ben, si ce joint il pète, et ben, tu as toute l'eau qui rentre et tu as ton bateau qui coule. Et ben là, si ce joint-là il commence à défaillir, et ben, tu as soit de l'huile qui rentre dans ton liquide de refroidissement, ou soit l'inverse, le liquide de refroidissement qui rentre dans l'huile. Donc sur la moindre variation du niveau, soit de liquide de refroidissement ou du niveau d'huile ou changement de couleur, tout comme ça, il faut soupçonner le joint presse-étoupe. Avant de soupçonner un joint de culasse ou un truc comme ça peut être le joint presse-étoupe aussi. Une fois que tu as vérifié tout ça, si ton moteur il continue à chauffer,
c'est que tu as un mauvais indice thermique de bougie, ou tu as un problème de richesse, dans ton mélange. Ou tu peux avoir aussi un problème d'huile, un problème de qualité d'huile, parce que l'huile, elle sert aussi à refroidir le moteur. Elle joue en grande partie la fonction de détergent et refroidissement au moteur. C'est-à-dire que ton huile, elle sert à garder ton moteur propre, en évitant en nettoyant les dépôts, tout ça, mais elle refroidit aussi. Donc si tu mets une huile de merde, t'as beau avoir ton circuit de refroidissement qui est correct, ton moteur il va chauffer. Donc comment on sait qu'on a une bonne huile? Alors déjà, si tu connais rien en huile, je te conseille d'aller regarder la vidéo de David Orange. Il a rebadgé sa chaîne en ingénierie, je sais pas quoi. Donc lui, il a fait une vidéo sur les huiles qui dure une heure et demie là. Il a quasiment tout dit, hein. Mais je constate que malgré tout, avec tout ce qu'il y a sur internet, t'as toujours des gens, ils sont pas d'accord sur l'huile qu'il faut mettre. Donc l'huile qu'il faut mettre dans ton moteur, déjà tu te contentes de mettre ce que le constructeur préconise, déjà ça ira bien si tu connais rien du tout. Après si tu veux je te donne mon avis. Donc moi j'ai essayé plusieurs huiles dans mon moteur, dans ma moto. Celle qui me convient le mieux, qui fait ressortir le caractère moteur, parce que suivant les huiles, ton moteur il a plus le même caractère, tu vois. Donc celle que je préfère, c'est la Motul. Voilà, il n'y a rien à dire. Motul 300V, pour moi c'est la meilleure huile que j'ai essayée. Une fois j'ai même essayé une huile, c'était de la Silcolène je crois, Silcolène électron quelque chose. C'était un truc où t'as des molécules électriques là qui viennent se coller aux parois machin. Bah, avec cette huile là, elle freinait tellement le moteur que je pouvais plus dépasser le 280. C'est impossible. Dès que j'arrivais à 280 moto, j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai refait une vidange et ça y est, j'ai repris les 320 comme d'hab quoi. Alors si tu te poses des questions sur ton huile, il faut déjà se poser des questions de qu'est-ce qui se passe dans un moteur. Entre une BMW, une Yamaha ou je ne sais quel autre moteur de voiture, ici et ça, entre ce moteur et ce moteur, tu vois, tu passes pas d'un coup à une turbine d'hélicoptère ou moteur un moteur Ariane là, de fusée. Un moteur, c'est un moteur. Dedans, tu as des roulements, tu as des pièces en friction. Que ce soit n'importe quelle marque, c'est toujours pareil. La seule différence, c'est que l'huile, elle va pas subir les mêmes contraintes de température, de cisaillement, tout ça. Donc c'est pour ça, et il y a aussi les matériaux. C'est-à-dire que suivant le constructeur, tu as des alliages différents. Des alliages d'aluminium avec plus ou moins de carbone, de machin, de ci, de ça. Donc, tout ça, nous, on ne peut pas le savoir avec les constructeurs. C'est pour ça que le constructeur, lui, il va te préconiser une huile parce que tu as des huiles qui vont protéger tel alliage et pas un autre. Et ainsi de suite, tu vois. Donc si lui te dit, dans mon moteur, vaut mieux mettre ça que ça, c'est parce que il le sait. Après, alors c'est non seulement c'est parce qu'il sait le taux d'alliage qu'il a mis dedans, mais c'est aussi des fois par des partenariats, tu vois. Si Shell a raqué de l'argent pour que lui il dise mets mon huile, bah il va dire mets mon huile. Mais après quand tu connais un petit peu, tu peux arriver à décider l'huile que tu vas mettre. Par exemple, pour que tu essayes de comprendre, tu prends une charnière de porte. Tu vois, une charnière de porte, c'est deux pièces en métal, l'une dans l'autre, et ça va venir en friction. Une porte, quand tu l'ouvres, il n'y a pas beaucoup de tours minutes, tu vois. Et tu mets un peu de graisse en pâte, ça suffit. À l'époque des moteurs à vapeur, il n'y avait pas de contenant pour l'huile. Tu vois, le mec il arrivait avec sa burette et il foutait de la burette comme ça. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le moteur. Si maintenant ma charnière, je la fais tourner à 1000 tours minute, c'est plus les mêmes contraintes que quand j'ouvre une porte une fois toutes les 5 minutes, tu vois. Donc là, l'huile, elle va commencer à chauffer. Donc si elle commence à chauffer, elle va devenir plus liquide, elle va se barrer. Donc là, il va falloir des propriétés dans l'huile qu'il n'y a pas dans une charnière normale. Et ben le moteur, c'est pareil. Si tu as un moteur petite cylindrée qui tourne pas vite, il va pas te falloir la même huile qu'un moteur de grosse cylindrée qui va tourner très très vite. Donc là, c'est à toi, si tu as envie de changer d'huile, c'est à toi de réfléchir et d'adapter ton huile. Alors tu as plusieurs grades, tu regarderas la vidéo de David Orange, tu as plusieurs grades dans les huiles. Tu as le grade à froid, grade à chaud. Par contre, suivant les marques, tout ça,
tu peux avoir le même grade à froid, mais c'est pas la même viscosité, ça se voit tout de suite. Tu prends de la 10-60 motule et de la 10-30 je sais pas quoi, pourtant elles ont le même indice à froid, et ben tu verras qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Donc ils ont beau avoir le même grade, tout ça, il faut quand même faire attention. Moi dans mon 4x4, mon V8, je regarde sur tous les forums, les mecs, ouais, faut mettre de la 530, je sais pas quoi, mais la 530 c'est trop fluide, mon gars. Un V8 américain standard atmosphérique, ça tourne très très bas, ça a des contraintes, des grosses contraintes de cisaillement, faut pas mettre de la 530, tu vas tout niquer. Moi je mets de la 1060, tu vois, 1060 module. Bah, le moteur il est nickel, il chauffe pas, il fait pas de bruit. Donc après, si tu connais rien, contente-toi de mettre ce que le constructeur il dit, et puis voilà, c'est rien de faire les mecs qui connaissent des trucs alors qu'ils connaissent rien, qui n'ont jamais ouvert un moteur. Tu vois, moi des moteurs, il y a une période, j'en faisais un tous les matins. Tu vois, tous les matins j'arrivais, j'avais le moteur en pièces et je le montais. Donc après, moi, si j'ai envie de changer mon huile, je change mon huile, je mets ce que je veux, tu vois. Parce que moi, je sais réfléchir, je sais ce qui se passe dans le moteur. Maintenant, on va parler un peu de liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, tu vois, je ne vais pas faire de pub, hein, mais bon, c'est un truc que j'ai trouvé. Pourquoi il y en a qui font 15 balles le litre et il y en a qui font 5 balles le litre? Donc dans ton liquide de refroidissement, c'est du glycol qu'on utilise. Donc c'est-à-dire que le meilleur produit, en fait le meilleur, ce qui dissipe le mieux la chaleur, c'est l'eau. Mais tu peux pas mettre de l'eau tout seul dedans parce que l'eau, ça fait corroder les pièces. Si tu mettais que de l'eau, tu te retrouverais avec tout ton circuit tout dégueulasse comme ça. Et encore, là, c'est à cause du Calenstar, mais parce que tout le reste, c'est de l'aluminium. Mais tu te retrouverais quand même avec de l'alumine et des pièces qui commencent à gonfler et des fuites de partout. Donc, et dans les voitures, les pompes à eau, elles sont en général elles sont en acier, je sais pas quoi. Donc tu as tout qui finit par se détériorer. Quand tu as ton liquide qui commence à changer de couleur, c'est pas bon. Et le liquide, le liquide de refroidissement est composé à 50% d'eau distillée et 50% de glycol. Donc dans le glycol, tu as l'éthylène glycol et le propylène glycol. Alors 90% des coulants, enfin des produits du commerce, ils utilisent l'éthylène glycol. Alors le propylène glycol, c'est aussi ce que tu retrouves dans les cigarettes électroniques là. Donc l'éthylène glycol, quand tu manipules tous ces produits là, attention, il faut mettre des gants, des lunettes, tout ça, hein, parce que l'éthylène glycol, il est très toxique, contact de la peau. Alors tu vas pas le sentir forcément, tu vois, les anciens, moi je voyais les mecs, les anciens ils se nettoyaient les mains dans des bacs d'essence et tout. Sur le coup tu le vois pas, mais après tous ceux que j'ai connus, les anciens, ça se trouve, il y en a, ils sont morts des cancers de la peau, tu vois. Donc il faut toujours se protéger les mains et tout. À long terme, ça finit par être mauvais. Donc, et l'éthylène glycol, il peut prendre feu, mais la flamme, elle ne se voit pas. Donc faire attention aussi. C'est une flamme incolore, c'est que tu es là, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, alors que tu as un produit qui est en train de brûler. Alors attention. Le propylène glycol, c'est pas un produit toxique. Tu peux, si tu l'ingères, tout ça, c'est pas toxique, mais bon, il faut éviter. Et c'est pas parce que c'est pas toxique qu'il faut pas aller le recycler en déchetterie, tu vois. Si tu fais ta vidange, tout ça, balance pas ça dans le sol. Faut pas se dire, ouais, je vais faire une fois, il n'y a que moi, ou ci ou ça, tu vois. Une fois, c'est une fois de trop déjà. Donc, les mélanges, c'est au minimum 50-50. C'est-à-dire 50 d'éthylène glycol et 50 d'eau distillée. Avec cette proportion-là, tu peux avoir une protection jusqu'à moins 30, moins 32 degrés. Si jamais tu es dans un pays, alors en France, tu n'as jamais les moins 30 degrés, mais si tu as un pays où tu as plus de moins 30 degrés, c'est moins 40, tout ça, tu peux augmenter jusqu'à 55%. Voilà, donc qu'est-ce qui fait la différence de prix? Bah, c'est que dans le truc basique, alors ils ont plusieurs couleurs aussi, tu vois, celui-là il est rouge, celui-là il est vert, alors la couleur ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire qu'il est meilleur ou quoi. La couleur, c'est pour déjà, bah, si la gamme Motul par exemple, elle va avoir plusieurs couleurs, bah, c'est pour déterminer, voilà, si tu regardes dans ton vase d'expansion que tu as du jaune, tu sais que tu as mis telle qualité, et si tu as du rouge, tu as mis telle qualité. Mais c'est pour les différencier dans une même marque. Mais sinon, ça ne veut rien dire. C'est seulement pour, si jamais tu as une fuite, tu peux déceler directement la fuite d'où elle vient. Parce que si c'était incolore, tu verras rien du tout.
Ensuite, la différence, c'est que bah, tu vas lire l'étiquette et tu regardes, par exemple, celui-ci contient entre 20 et 50% d'éthylène glycol. Voilà. Et un agent amérisant. Amérisant, ça rend amer. C'est pour pas que les enfants, si jamais ils tombent dessus, qu'ils goûtent, si c'est sucré, ils vont en boire. Que si c'est amer, ils vont arrêter d'en boire. Donc celui-ci, il n'a aucun additif, tu vois. Et en plus, c'est entre 20 et 50%. Alors que normalement, minimum, c'est 50%. Donc celui-là, je crois que c'est 5 balles les 5 litres, un truc comme ça. Donc ça, c'est bien à acheter si jamais tu es en galère en vacances, tu as un petit complément à faire, tu mets de ça, tu vas pas casser ton moteur. Mais ça, c'est pas bon pour faire tout ton circuit. Parce que l'éthylène glycol, lui, il attaque l'aluminium, tout ça. Donc la différence avec celui-là, c'est que lui, il contient tout un tas d'additifs. Des inhibiteurs de corrosion et de plein d'autres trucs. Parce que comme ton moteur, le châssis, enfin la carcasse, c'est la masse, il peut y avoir un effet d'électrolyse. C'est-à-dire que le courant électrique, il va passer dans ton liquide. Donc si tu n'as pas des agents qui stoppent tout ça, ton moteur ne va pas faire long feu. Donc dedans, tu as tout un tas d'additifs qui va protéger ton moteur. Donc c'est pour ça aussi que tu retrouves sur des packaging, Skoda préconise ça ou des trucs comme ça. Parce que eux, c'est pareil, par rapport aux fonderies, tout ça, ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut comme agent inhibiteur. Donc il va te mettre ce qu'il faut. Après, tu as des long life, des tout ça. Alors ça, les long life, moi j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pareil, par exemple pour les vidanges. Alors, une vidange, si tu veux que ton moteur il soit correct, il fonctionne bien et il soit propre, c'est tous les 6 000. Hein. Moi, quand je vois des 12 000, des 20 000, c'est pour ça qu'après tu te retrouves avec un moteur tout dégueulasse et que tu es obligé de faire des vidanges de vidange. Faut acheter de l'huile de merde pour revidanger la vidange. Alors au lieu d'acheter 3-4 huiles à 2 balles là, pour faire des vidanges de vidange, et ben, tu fais juste ta vidange normale tous les 6 000 et voilà, tout va bien se passer. Parce que moi, mon moteur, tu verras quand je vais faire le jeu aux soupapes, dedans c'est tout clean quoi. T'as l'impression qu'il est tout neuf le moteur. Parce que moi, je fais ma vidange tous les 6 000, je mets de la bonne huile et voilà, le moteur il va très bien. Et ben, ça pour le liquide, c'est pareil. Tu peux mettre des liquides long life, je sais pas quoi, qui durent 10 ans, mais bon, si tu le recomplètes avec des trucs comme ça qui risquent de mal réagir avec les additifs qu'il y a dedans, il va plus être long life là. Donc vaut mieux le faire tous les 2 ans. Les liquides de refroidissement, c'est conseillé tous les 2 ans. Voir si tu peux le laisser au maximum 4 ans si tu as mis du bon liquide. Mais attention, si tu le laisses trop longtemps, et surtout que ta moto tu l'as fait beaucoup chauffer et tout, là tu vas te retrouver avec des carrosses pourris et des conduits à l'intérieur qui vont commencer à accumuler des dépôts. Parce que quand tu as des dépôts à l'intérieur, la dissipation de la chaleur elle se fait pas bien. C'est-à-dire que tu as une couche de merde à l'intérieur, une couche de crasse dans le moteur, d'alumine ou je sais pas quoi. Et entre ton liquide et ton moteur, la chaleur ne peut pas bien passer. Donc là, ça fait chauffer ton moteur. Donc pour ça, quand tu vidanges ton liquide de refroidissement, il faut faire un shampoing, ce qu'on appelle. C'est des produits. Tu as des produits à foutre dans le moteur. Tu fais quelques cycles de chauffe. Ça te shampouine l'intérieur, ça te nettoie tout ça. Tu rinces et tu remets du produit propre. Tout ça, ça fait partie de l'entretien courant, tu vois. Donc tu as des gens qui disent tel ou tel moteur il n'est pas fiable. Bah déjà, est-ce que tout l'entretien courant il a été fait? Parce que malheureusement, on en est arrivé à un point où il faut que tout soit rentable. Donc les gens, il y a beaucoup d'entretiens qu'ils font pas, même en concession. Alors tu vas en concession, tu dis voilà, je viens à la révision des temps de kilomètres. Alors, dans le carnet, tu as toute une liste pas possible à faire. Le mec il te fait pas tout, mais il t'a tout facturé, tu vois. Donc ça va être en concession, le mec, c'est surtout, il va jouer sur ça, de pas tout faire, parce que le véhicule il est neuf. Donc pendant qu'il est neuf, il va pouvoir subir des non-entretiens, on va dire. Et après, une fois qu'il aura 4, 5 ans, le mec il va s'en débarrasser. Et puis il va aller, celui qui va le racheter,
moins cher parce qu'il n'avait pas l'argent de l'acheter cher, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un petit commerçant de campagne là, et le mec de campagne, lui, il va être emmerdé parce que le concessionnaire du début, il n'a pas fait les entretiens comme il fallait. Et après, on va encore dire, oh, le mécano de merde, il a fait de la merde. Mais déjà, tous les entretiens, ils n'ont pas été faits correctement. Après, il y a un gars, il m'a demandé ce que je pensais du Mécacil. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de le dire en vidéo parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Donc, moi, je peux parler du Mécacil parce que j'ai déjà testé. Donc j'ai testé sur une moto que j'ai depuis 17 ans, tu vois, donc, et sur ma voiture aussi. Donc c'est pas, j'ai testé genre sur 5000 km et je me la raconte, tu vois. Donc j'ai testé et j'ai vu une différence. Donc même si t'es pas ingénieur ou chimiste, t'es quand même, tu peux être un minimum observateur et te rendre compte s'il y a eu un changement ou pas. Donc le Mécacil, moi j'en suis super content, ça fonctionne bien. Maintenant, est-ce que je te le conseille? Non, je te le conseille pas. Parce que, je vais te dire pourquoi. Donc, les seuls cas où je te le conseille, c'est dans les ponts et les boîtes de transfert de 4x4. Ça, tu peux en mettre, c'est bien. Ça protège et tout. Et dans le moteur de voiture aussi. Parce que le moteur de voiture, il n'a pas d'embrayage. Par contre, dans un moteur de moto qui a un embrayage, alors déjà que les coefficients de friction sur un embrayage moto sont très bas, si tu mets en plus un anti-friction, moi ça me l'a flingué mon embrayage. Et quand je l'ai démonté, j'ai mesuré tout ça, il était encore dans les valeurs pour qu'il patine pas, quoi. Donc c'est le Mécacil qui me l'a fait patiner. Maintenant, la différence que j'ai vue, c'est donc le Mécacil, il faut savoir qu'il est efficace à 100% au bout de 3 vidanges. C'est-à-dire que tu fais une première vidange avec bien respecter les pourcentages par rapport à la quantité d'huile de ton moteur. Donc tu fais une première vidange, après une deuxième, et c'est efficace à 100% au bout de 3 vidanges. Mais déjà, à la première vidange, déjà tu vois une différence. Alors déjà, tu as de la fumée qui s'en va de ton moteur par l'échappement. C'est toute la condensation qu'il y avait toute l'humidité qu'il y avait dans ton moteur. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, ton moteur, il fait plus de bruit, il vibre plus. Donc déjà, ça, c'est flagrant. Alors ça m'a beaucoup gêné parce que moi, j'aime bien le caractère de Makawa. Et après, j'avais l'impression de conduire une moto électrique, tu vois, t'as plus de sensation. Donc, deuxième truc que j'ai constaté, c'est la consommation de carburant. Donc, c'est normal que si ça te réduit les frictions, le moteur il chauffe moins, il bouffe moins de puissance à faire tourner les pièces, donc tu consommes moins de carburant. Parce que moi j'avais un trajet, j'ai fait pendant des années, je faisais le même trajet. Enfin, le week-end, je faisais Chambéry-Dax, ça fait 1000 km. Donc 1000 km aller, 1000 km retour. Donc je faisais 2000 dans le week-end. Pour y aller, je faisais 5 pleins. Et ben à partir du moment où j'ai mis le Mécacil, je faisais plus que 4 pleins. Donc déjà, tu vois, grosse différence. Ensuite, sur l'usure du moteur, j'ai pas pu me rendre compte parce que le moteur fonctionne encore. Alors si j'avais pas mis le Mécacil, il fonctionnerait sûrement encore, tu vois. Le seul truc que j'ai vu donc, c'est effectivement ça limite les frictions puisque t'as plus de bruit, t'as plus de vibration et il consomme moins. Ensuite, là où j'ai vu une grosse différence, c'est sur ma voiture, mon 4x4. Parce que mon 4x4, il a 7 points de vidange, tu vois. Entre les ponts, la boîte de transfert, la boîte automatique, le moteur, la direction assistée, tout ça. J'ai tout traité au Mécacil, sauf la boîte automatique. Parce que la boîte automatique, il y a des disques comme dans un embrayage. Et j'ai pas voulu prendre le risque, même si chez Mécacil, tu as des additifs pour boîte auto et tout. Je veux pas prendre le risque parce que c'est une boîte qui patine. Après, pour la démonter et tout ça, laisse tomber, je envie de me prendre le chou. Donc pour l'instant, elle fonctionne très bien comme ça, je jette comme ça. Et encore, dedans, j'ai mis de l'huile Noroto, tu vois. Parce que encore sur un forum, il y avait un mec là qui se disait pro, tout ça. Il disait, si tu mets de l'huile Noroto, au bout de 5000 km, tu casses la boîte. Bah, le mec, je sais pas d'où il sort ça. Parce que moi, j'ai regardé l'huile et tout, elle me semblait correcte. Pas cher, tu vois, 12 balles le litre, je crois. T'as 10 litres dans une boîte auto. J'ai mis de l'huile Noroto, ça fait 50 000 km, 40 ou 50 000 que je roule avec. Tu vois, ma boîte, elle fonctionne très bien. Donc, je sais pas les mecs d'où ils sortent toutes ces conneries, mais quand tu connais rien en mécanique, tu fermes ta bouche, quoi. Donc pour la voiture, Mécacil, c'est bien, et par contre, pour la moto, non, faut pas.
Et sinon, d'une manière générale, moi je te conseille pas d'en mettre parce que tu vas te prendre la tête pour rien. Le Mecacil, il n'est pas compatible, enfin il peut ne pas être compatible avec certaines huiles parce qu'il y a des additifs, tout ça. Donc le mieux c'est de mettre une huile bas de gamme et mettre du Mecacil. Mais Mecacil ça coûte cher, il faut le traiter à chaque vidange. Donc le mieux c'est d'acheter une bonne huile. Tu vois, moi je mets de la motule dans ma voiture, de la motule dans ma moto. C'est des très bonnes huiles où dedans tu as déjà des bons additifs, tu vois. Certains ils disent mais pourquoi en compète ils n'utilisent pas le Mecacil alors? Alors déjà, t'en sais rien s'ils n'utilisent pas un Mecacil, mais sous une autre forme de nom, parce qu'avec les copyrights et tout, tu vois, ils se font la guerre entre eux. Donc ça se trouve ils utilisent, mais t'en sais rien. Ça se trouve même, moi, quand je vois la motule, comment elle est super bien, ça se trouve dedans t'as une forme de Mecacil, tu vois, mais sous un autre nom. Donc je te conseille pas de prendre la tête avec ça, tu prends de la bonne huile directe et ça ira très bien, hein. Ton moteur, t'inquiète pas, il va pas casser, hein. Si tu en prends soin, enfin si tu sais conduire et que tu fais les vidanges tous les 6000 avec de la bonne huile, il t'aura aucun souci. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si tu as des questions, autres que je suis tombé en panne sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Je veux bien y répondre, mais les réparations, faut arrêter de me demander de réparer vos trucs à distance parce que je peux pas réparer à distance. Moi, le véhicule, il faut que je le voie, il faut qu'il soit sous mes yeux parce que ça peut être n'importe quoi. La mécanique, c'est pas de la magie, hein. Allez, à bientôt!